Bonjour, bonjour Geneviève Damas. Bonjour. Alors, nous sommes à la foire du livre. On va parler du petit nouveau, de votre actualité, l'histoire d'un bonheur. Mais avant, je vais peut-être un petit peu vous présenter. Avec plaisir. Alors, vous avez fait une licence en droit et puis une formation de comédienne à l'IAD. Et vous avez été comédienne? Oui, je suis toujours. Voilà. Vous êtes aussi passée à la mise en scène Oui. et puis à l'écriture. Voilà. Alors, vous avez écrit pour le théâtre et puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce premier roman, Si tu passes la rivière? Alors, d'abord, quand j'ai commencé à écrire ce roman, je n'imaginais pas du tout que ça deviendrait un roman. C'était juste une manière comme une détente, en fait. L'écriture de théâtre est assez contraignante pour des raisons de production. Il ne faut pas beaucoup de personnages, pas beaucoup de lieux, un canevas précis, un timing précis. Et là, je trouvais que c'était comme partir en vacances avec Si tu passes la rivière. Et donc, j'ai écrit ça à un moment justement où on créait le spectacle Steve. Et le soir, quand je rentrais, j'écrivais ça. Pour moi, en fait, je ne savais pas très bien ce que ça allait devenir. C'est qu'une fois achevé, quand je l'ai relu, que je me suis dit, tiens, je l'enverrai bien. Voilà. Et puis le livre, une fois sorti, reçoit le prix Rossel. Oui, mais avant de sortir, c'est un manuscrit qui a été refusé partout. Donc il faut savoir que moi, je n'attendais rien. Quand je l'ai envoyé, je le trouvais chouette. Et puis à un moment, il y a le rendu des autres qui, eux, ne trouvaient pas ça spécialement extraordinaire. Et donc j'avais j'avais laissé tomber ce roman. Vous avez bien fait tenir bon. Et alors aujourd'hui, le petit nouveau, l'histoire d'un bonheur, nous plonge vraiment dans une histoire tout à fait particulière. On va à la rencontre d'Anita, qui est quelqu'un qui est bipolaire. Oui. Et on a l'impression que son univers bascule le jour où elle apprend l'homosexualité de son fils. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la maman, elle apprend l'homosexualité de son fils. Il y a aussi une confrontation avec un jeune élève en décrochage scolaire, un enfant de 13 ans, mais qui se retrouve toujours en primaire parce qu'il a doublé. Et c'est comme si tout le discours qu'elle tenait sur son monde, sur sa vie, ne tenait plus face à cet enfant, qui pourtant va s'accrocher à elle. Voilà. Au début, quand on commence à le lire, on se dit, mais on est dans le cliché pur et dur. Et puis petit à petit, non. On se rend compte qu'il y a beaucoup de finesse, beaucoup de sensibilité derrière chacun des personnages. Et on se sent vivre avec eux. Est-ce vraiment voulu? Alors, évidemment, non, je ne me dis pas que je veux être dans le cliché. C'est vrai qu'Anita a l'air d'être très cliché. Alors, j'ai glissé assez tôt. Au début, dans la première version, je ne l'avais pas fait. Le fait qu'elle avait arrêté de prendre des médicaments pour que le lecteur se rende quand même bien compte qu'elle n'est pas tout à fait juste, quelque part. Enfin, elle n'est pas tout à fait dans le même réel que ses contemporains. Est-ce que peut-être c'est moi, quand je fais connaissance avec le personnage, au début j'en ai une image, et puis en la force d'écrire, peut-être que je rentre dans l'intériorité comme le fait le lecteur. Voilà. Il y a aussi une autre nouveauté, c'est un recueil de nouvelles publié chez Luce Wilquin qui s'appelle Benny, Samy, Lulu et autres nouvelles. Pouvez nous en parler un petit peu et nous dire peut-être pourquoi des nouvelles après un roman? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que les nouvelles, j'ai commencé à les écrire avant le roman. Donc il y en avait plic-ploc. C'est ma première incursion dans la littérature non dramatique, entre guillemets, dans le sens de théâtre. Et donc voilà, c'est vraiment, ça me permettait de plonger dans des univers sans trop quitter le théâtre. Peut-être que j'en avais un peu peur, je ne sais pas. Et donc, je les écris de 2004 à 2013. Et en fait, l'aventure avec Luce Wilquin, elle est formidable, puisque elle a fait confiance dans ce roman et elle lui a donné une vie, elle lui a permis une vie. Et je dis, c'est grâce à Luce aussi que j'ai entre guillemets, une reconnaissance de quelqu'un qui écrit. Et donc voilà. Et donc en même temps, j'avais peur de publier un deuxième roman chez elle en me disant, le prix Rossel, je l'aurais plus. Est-ce qu'on ne fera pas que moins bien ensemble? Donc je me suis dit, on a eu ensemble un premier défi qui était ce roman. Passons à un autre défi qui est le recueil de nouvelles, puisque les nouvelles, on sait que c'est plus complexe. Et c'est chouette de faire ça ensemble. Alors, j'ai aussi un petit folder ici qui parle des nuits d'encre. Ça se passera dans le courant du mois de mars qui arrive. Et le thème général, c'est traverser la frontière. Alors cette fois-ci, ce sera avec vous en invité d'honneur. Voilà. Alors bon, c'est formidable. Donc les Nuits d'encre, en fait, c'est une organisation conjointe, c'est une manifestation littéraire qui a lieu durant 15 jours dans tout le Brabant wallon et qui est organisée conjointement par la Bibliothèque centrale du Brabant wallon et le Centre culturel de Tigny.
Et en fait, c'est leur 21e édition. Et ils avaient envie d'avoir un artiste associé qui leur proposerait une thématique sur laquelle se déclineraient en fait toutes les rencontres. Et moi, j'étais très touchée par toute l'idée que la littérature nous ouvre, nous fait voir les choses autrement, change nos points de vue. Et donc, j'aurais proposé de traverser la frontière. Et c'est chouette, on travaille avec la bibliothèque, le centre culturel et moi, et c'est super, parce que chacun amène des idées, ils ont vraiment une grande connaissance du terrain, une grande connaissance des acteurs littéraires, des acteurs culturels avec le public, et donc on réfléchit, et pour moi, dans ma pratique d'écrivain et d'artiste, ça fait bouger. D'accord. Il y aura encore d'autres projets d'écriture après... Bon, c'est peut-être un peu trop récent, mais... Alors, il y a un projet théâtral que j'ai écrit, mais là, logiquement, moi, j'écris toujours de la fiction, et là, ça va être plutôt sur notre quartier, à Schaerbeek, sur l'idée de l'intégration, l'idée de l'échange culturel, l'idée de la culture au sein d'un quartier, voilà. Et puis, moi, je suis en train d'essayer de travailler sur le 3e, voilà. Mais ça met du temps, il faudra peut-être 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Suspense. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un premier souvenir de lecture? Alors, un premier souvenir, moi qui lis? Oui. Alors, je me rappelle que, premier souvenir qui me vient comme ça, en première primaire, à l'école, on avait un professeur très sévère et j'avais été malade longtemps et on soupçonnait que j'étais dyslexique. Enfin, par exemple, quand j'écrivais, j'attachais tous les mots ensemble et donc pendant 15 jours, j'ai été malade, je ne sais plus ce que j'ai eu. Et c'était le moment où ils avaient appris à l'école que GT ne se prononce pas, les doigts, le doigté, etc. Et il y avait un ami de mes parents qui était à la maison et je devais préparer les choses, que j'étais malade et il m'avait demandé de lire et j'ai dit doacht, je parlais comme ça. Et donc il m'a appris que GT ne se prononce pas et je n'oublierai jamais. Voilà. Ouais. Et c'est rigolo parce que c'était le prof de rhétorique de mon papa avec qui il avait gardé contact. Et donc ça m'a amusée de penser que, voilà. D'accord. Et je dois dire que, ça n'a rien à voir, c'est une digression, mais il y avait en général les pubs, j'aime pas tellement, mais la plus belle publicité que j'ai vue, c'était en Angleterre. Donc ils filmaient des gens qui étaient en train de faire leur travail et puis qu'à un moment levaient la tête et disaient un nom et ça finissait par Tony Blair et ils disaient le nom d'une personne et en dessous c'était, en anglais c'est No one forgets a good teacher, personne n'oublie un bon professeur. Et je trouvais que moi, c'est la plus belle publicité que j'ai jamais vue. Donc voilà. On va lire peut-être un petit extrait de l'histoire d'un bonheur. On pourra peut-être le situer avant de lire. Ah oui, alors l'histoire d'un bonheur, mais c'est le début. En fait, donc l'histoire d'un bonheur, c'est construit, c'est 4 personnages qui parlent, 5 monologues. Il y a Anita, Noureddine, Simon et Nathalie. Et Anita ouvre et ferme le roman. Elle a 2 monologues, les autres n'en ont qu'un. Et voilà, et Anita a 54 ans, c'est une mère de 2 enfants qui vit dans la banlieue de Lyon. Quand j'ai demandé « faudra-t-il mettre un chapeau ?», ce n'était pas par coquetterie comme certains semblent l'insinuer, ni pour tout ramener à moi, comme Géraldine l'affirme souvent dans ses accès de colère, non. J'aimais beaucoup Babette, même si c'était ma belle-mère. J'ai demandé « faudra-t-il mettre un chapeau ?», parce que dans certaines familles, cela se fait en pareille occasion. Enfin, dans certaines familles, évidemment, pas dans toutes. Mais depuis toutes ces années, puisqu'il n'y a plus eu de décès depuis 25 ans dans cette famille, depuis la mort d'Antoine, le mari de Babette, depuis toutes ces années, depuis que je suis mariée avec André, je ne suis pas parvenue à cerner si, dans ce genre de circonstances, on portait un chapeau. Dans ma famille, évidemment, nous portons un chapeau, c'est ainsi, cela ne se discute pas. Ta famille se plaît à le sœur aînée Géraldine est une famille de fous. Et c'est ta famille aussi, je suis ta mère, ne manquez jamais de lui répéter. Ma famille est originaire de Paris, pas de la province, c'est pour cette raison que j'ai demandé, faudra-t-il mettre un chapeau ? J'ai pas appris ce qui se fait en province, on ne peut pas tout savoir. Dans les familles royales, ils mettent une mantille, je l'ai vu lors de l'enterrement du roi des Belges, même si la princesse n'en portait pas. Enfin, la reine en portait une. La princesse a commis là une faute de goût, ce devait être la douleur ou peut-être la mésalliance. On devrait toujours se marier entre soi. Mais je n'ai pas de menti, puis j'ai toujours peur dans cette famille qu'ils croient que je veuille leur faire sentir qu'ils viennent de la province, parce que je suis née dans la capitale. Ils sont tellement susceptibles, les beautiers, ils manquent cruellement de sens esthétique, c'est effrayant. C'est pourquoi j'ai demandé, faudra-t-il mettre un chapeau ? J'ai beaucoup de chance. Toute ma vie, j'ai eu beaucoup de chance et que l'on ne s'imagine pas que ce soit une manière de tout ramener à moi. Il me semble que l'on peut parler de soi, exprimer des choses de soi, sans que cela soit une manière de prendre en otage son entourage.
C'est ce que je me tue à répéter à Géraldine. Si je ne peux plus parler de moi, de quoi puis-je parler alors? Je n'ai pas besoin d'attirer la lumière. J'existe dans chaque chose, même petite, que j'accomplis, et à travers les êtres que j'aime, mon mari, mon enfant et Ouki. Dire j'ai beaucoup de chance peut sembler paradoxal le jour de la mort de sa belle-mère. Mais Babette avait fait son temps et on ne peut pas souhaiter à une personne de 84 ans de vivre des années comme un légume après 2 thromboses. Pourtant, si je regarde la réalité en face, je ne peux que constater que j'ai de la chance. Mon mari travaille dans une banque, il a un métier intéressant, valorisant, directeur de l'agence. Mes 2 enfants, Géraldine et Hervé, sont en bonne santé. J'habite une maison entourée d'un jardin parsemé de fleurs, j'aime beaucoup les fleurs. J'ai le privilège de ne pas devoir travailler, c'est appréciable et je connais ma chance. Une femme de ménage vient 3 jours par semaine pour l'entretien de la maison, un jardinier 4 fois l'an, je ne suis donc pas usée, comme tant de femmes de ce monde, par les travaux ménagers. J'ai de très belles mains. Mes enfants sont grands, autonomes, même si Géraldine ne semble pas avoir véritablement trouvé sa voie. Son frère, par contre, a toujours su au premier coup d'œil poser les bons choix. Il est cadre commercial chez France Télécom. C'est un emploi stable où il pourra considérablement avancer. J'ai une petite Smart noire, rapide et dynamique, que mes amis m'envient, et un Yorkshire dont je raffole, Wookie. Je participe à un club de lecture avec quelques amis de la région. Je vais également intervenir comme bénévole dans une association d'aide aux devoirs du centre de Lyon pour dépanner une amie qui a fait une chute de vélo. C'est tout nouveau. J'ai plus de temps à présent que les enfants, tous les 2, quitter le nid et qu'André, mon mari, doit-on s'investir à la banque. On dit que depuis la crise financière, il n'y a plus de travail dans le secteur bancaire, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mon André, il passe ses nuits sans se plaindre. Que demander de plus, c'est indéniable. J'ai de la chance. Voilà. Merci. Merci à vous. Envie de rajouter un petit dernier mot avant de se quitter? Non, Non voilà. Moi, je voulais dire que dans le travail de la compagnie, nous, on a énormément de partenariats avec les bibliothèques. La bibliothèque est basée à Scarbeck, donc on a un grand partenariat avec la bibliothèque, les bibliothèques communales de Scarbeck, dans la bibliothèque Sésame, la 1001 pages et Thomas Owen qui est plus sur Evert. Et que la découverte de la bibliothèque centrale du Brabant wallon, il y a aussi un dynamisme énorme. Voilà. C'est quelque chose de valorisant, en tout cas, et pour un auteur et pour quelqu'un qui anime une compagnie théâtrale. Voilà. Eh bien, un grand merci. Merci à et vous. bonne continuation.